Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de pièces de théâtre parce que c'est malheureusement un format qui n'est pas suffisamment lu en général, je trouve, que je lisais pas mal il y a quelques années et que j'avais un petit peu laissé tomber. Et puis je m'y suis remise il n'y a pas si longtemps que ça et je vais donc vous présenter quelques coups de cœur que j'ai eus, dont la plupart sont assez récents. Et je vais directement commencer par un très grand classique qui est ultra connu. Il s'agit de Cyrano de Bergerac, dont j'avais bien entendu, comme beaucoup, entendu parler. Il y a également eu une adaptation télévisée, il me semble. Je crois que c'était pas sorti au cinéma, je sais plus, bref. Avec Depardieu que je n'avais pas encore vu non plus, mais bien entendu, comme tout le monde, je connaissais certaines des tirades, dont celle avec le fameux nez, ou une péninsule, n'est-ce pas? Et effectivement, j'avais décidé de connaître le texte d'origine, puisque comme très souvent, le texte d'origine comprend une grande partie qu'en fait on ne connaît pas, même si on pense la connaître. Ça arrive très souvent. Alors donc cette pièce nous raconte l'histoire de Cyrano. Cyrano qui est un être quand même qui est très fantasque, qui a toujours de très grands mots, qui a beaucoup de poésie dans tout ce qu'il dit et qui est amoureux de Roxane qui est en fait sa cousine. Or Roxane est amoureuse d'un autre homme et il ne veut absolument pas se mettre entre eux et il nourrit cet amour pour elle. Alors je n'irai pas plus loin dans l'histoire puisque c'est quand même beaucoup plus intéressant de la découvrir directement, d'autant plus que certainement la plupart d'entre vous ont peut-être déjà vu l'adaptation, mais en fait je la conseille très grandement, d'une part pour ceux qui ont un petit peu peur du théâtre ou des classiques. Il ne faut pas oublier que le théâtre en général ce sont des livres assez courts, qu'ils sont majoritairement composés de dialogues, ce qui rend la lecture extrêmement vivante. Et Cyrano en particulier, j'avoue, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette pièce, parce que non seulement le personnage de Cyrano en lui-même est incroyable, il est drôle, et comme je l'ai dit, il est aussi très poétique, et surtout l'écriture d'Edmond Rostand est absolument magnifique. Sincèrement, c'est le genre de livre où j'ai passé mon temps à surligner des passages entiers, des dialogues entiers, parce que ils sont parfois drôles, souvent magnifiques. Pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes vidéos, comme vous le savez déjà, je suis pas fan des histoires d'amour et de ce genre de trucs. En général, ça me voilà. Mais là, très sincèrement, c'est passé comme une lettre à la poste, c'était juste beau. En fait, comme j'ai dit, chaque page est à marquer, chaque dialogue a des citations dont on a envie de se rappeler, qu'on a envie de se noter, qu'on a envie, en fait, dont on a envie de se rappeler pour toujours. Donc très sincèrement, si vous n'avez pas encore lu Cyrano, si vous avez un petit peu peur des classiques, ça se lit mais avec énormément de facilité. C'est un livre qui a été écrit à la fin du 19e siècle, puisque si je me rappelle bien, il a été écrit en 1897. Bon, comme d'habitude, si je vous raconte des conneries, je corrigerai quelque part. Si j'ai pas corrigé, c'est que c'est bon, voilà. donc voilà, c'est vraiment un grand coup de cœur et je m'attendais éventuellement à l'apprécier, mais pas à ce point-là. Et du coup, par la suite, j'ai aussi vu l'adaptation donc avec Gérard Depardieu qui fait totalement justice à cette pièce. Alors, si vous n'avez pas encore eu le plaisir de la découvrir, lisez la pièce avant et ensuite regardez l'adaptation, ça se complète très bien et c'est juste un régal. Voilà. Alors la pièce suivante dont je veux vous parler est très connue en fait dans le milieu des personnes qui lisent du théâtre, mais beaucoup moins du grand public en général. Je n'en avais pas beaucoup entendu parler, pour ne pas dire pas du tout, et elle aussi a été écrite au 19e siècle. Il s'agit de Une maison de poupée d'Henrik Ibsen. Donc c'est une pièce norvégienne qui a été écrite en 1867. Je vais vérifier quand même. 1879, voilà. Il fallait bien que je dise une connerie à un moment ou à un autre. Et qui m'a beaucoup surprise. Alors, comme j'ai dit, je ne présente que des coups de cœur, donc vous savez déjà d'office que j'ai aimé. Mais cette pièce est d'une modernité incroyable. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur la date. Alors, la thématique, une maison de poupée, en fait, comme son titre l'indique un petit peu, ça raconte l'histoire d'une femme qui est dans une cage dorée. D'une certaine façon, sans forcément s'en rendre compte tout de suite, puisqu'à l'époque, c'est une situation habituelle. C'est une femme qui a une très très bonne situation, elle a un mari qui gagne de l'argent, elle a des enfants dont une gouvernante s'occupe, donc elle n'a pas vraiment à se prendre la tête avec, ils ont les moyens, et qui a été clairement choisie pour son physique, c'est-à-dire qu'elle est une femme trophée.
Et c'est quelque chose qui ressort vraiment à de très nombreuses reprises. C'est-à-dire qu'on sent bien que son mari, il est fier d'elle parce qu'il veut pouvoir la montrer. C'est un petit peu comment dire, sa carte de visite, genre, ouh, regardez quand même la femme que je me suis trouvée, elle est belle, mais c'est plus ou moins ses seules qualités. Comme beaucoup de femmes à l'époque, ce qu'on attend d'elle aussi, c'est d'être une bonne femme de maison, c'est-à-dire qu'elle s'occupe bien de ses enfants, même si c'est la gouvernante, on va quand même dire que c'est elle, et puis, bien entendu, qu'elle s'occupe de décorer, des petites choses, vous savez, pas trop intellectuelles, voilà. Alors, je dois avouer très sincèrement que pendant une bonne partie de la pièce, je pensais que c'était mal parti, parce que le personnage principal me prenait la tête, disons-le clairement, pour une bonne raison en fait, c'est qu'elle correspond complètement à l'image justement qu'on se fait de ce type de femme. C'est-à-dire une femme légère, qui est toujours un petit peu en train de « Ouh, oh, qu'est-ce que c'est mignon, oh, qu'est-ce que c'est joli ». Enfin, je grossis le trait, non, en fait, je grossis pas le trait du tout pour le coup. Mais elle a une façon de parler très agaçante, c'est le petit oiseau de son mari, et elle veut rester dans cette image. Donc c'est quelque chose qu'elle alimente elle-même énormément, mais en fait, c'est aussi ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande d'être, c'est ce qu'on lui demande de montrer. Et au fur et à mesure pas des dialogues, parce que dans les dialogues, elle ne le montre pas forcément, mais à un moment donné, dans ses actions, dans sa façon de penser, de voir les choses, on se rend compte qu'il y a en fait autre chose derrière, qu'elle commence à ouvrir les yeux, à se rendre compte qu'elle ne sert à rien, qu'elle est juste utilisée pour une image, mais qu'elle n'a pas de vie, elle n'a pas de consistance, et que ses désirs à elle, ce qu'elle veut faire de sa vie, ce qu'elle veut être, en fait, tout le monde s'en fout un petit peu, puisque elle n'est pas censée avoir le droit d'être autre chose que ce qu'elle présente. Et sans dévoiler effectivement ce qui va se passer dans la suite de l'histoire, il y a une situation qui va commencer à mettre leur situation financière et maritale en danger, et pour lesquelles effectivement il va commencer à y avoir bien entendu des conflits dans le mariage, et au travers des disputes, certaines choses vont ressortir. Et si cette pièce est, de mon point de vue, incroyable, c'est pour les tirades que cette femme va avoir sur la fin du livre, où d'une certaine façon elle a ouvert les yeux, elle a décidé enfin de s'ouvrir, de parler, de s'exprimer, et il est très difficile en fait de lire ce passage et de se rappeler à quelle époque a été écrit ce roman. C'est quelque chose qui correspondrait parfaitement à ce qu'une femme de nos jours qui se sont oppressées, utilisées sans intérêt et qui veut enfin un petit peu d'indépendance pourrait parfaitement dire. Et c'est d'une modernité incroyable, et comme je le rappelle, ça a été écrit à la fin du 19e siècle. Très sincèrement, quand je l'ai lu, j'ai dû rester la bouche ouverte sur les dernières pages à me dire « Waouh, je ne m'attendais pas du tout à cette tournure, à ce type de fin, de dialogue, de présence et même de force carrément, et ça m'a complètement époustouflée. Alors j'ai adoré cette pièce. Si j'ai bien compris, à l'époque c'est une pièce qui a fait scandale, qui n'a pas été représentée pendant quelque temps justement à cause de cette fin qu'on considérait comme vulgaire, voire pornographique, parce qu'à l'époque tout ce qui ne rentrait pas dans les cases, on appelait ça de la pornographie, un petit peu comme Thérèse Raquin, comme tout ce type de livre. Et très sincèrement, je me rappelle quand j'ai lu le livre, je suis retournée vérifier la date parce que je m'étais dit j'ai dû me tromper quelque part, et en fait pas du tout. Donc c'est d'une modernité incroyable, c'est une pièce qui sans le vouloir est extrêmement féministe, qui non seulement a été écrite à cette époque-là, mais elle a été écrite par un homme. Donc un homme à cette époque-là qui présente une femme qui se permet d'avoir ce type de caractère, de demander son indépendance, et encore une fois, je vous résume en 2 mots parce que je ne veux pas vous spoiler la surprise de savoir la force qu'a ce dernier passage. Sincèrement, je pense que c'est une pièce qui devrait être lue par beaucoup. Encore une fois, alors elle est facile à trouver en plus, et elle est très courte, elle fait à peu près 150 pages. Il ne faut pas hésiter au moins à essayer, et comme je le disais au début, même si comme moi vous êtes un petit peu agacé par ce personnage parce que justement elle colle trop à cette image fade et irresponsable qu'on donnait aux femmes et qu'on donne encore parfois à certaines femmes, il va en être... ça va devenir complètement différent à arriver sur la fin. Et rien que pour ça, franchement, j'ai trouvé cette pièce absolument exceptionnelle.
Alors dans les pièces qui m'ont beaucoup marqué, il y a également une autre pièce très connue qui s'appelle Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, donc qui est un grand classique du théâtre américain et qui a été écrite en 1947. Alors cette pièce rejoint un petit peu la précédente, on va dire, puisqu'on retrouve encore ce type de rôle inconsistant de la femme, un petit peu comme certains voudraient qu'elle soit. Alors là, il s'agit de l'histoire de Blanche qui va rejoindre sa sœur et son mari ou son futur mari parce qu'elle a besoin d'un endroit où habiter, elle n'a nulle part où aller. Et on se rend très vite compte qu'elle n'est pas très bien dans sa tête, elle est psychologiquement instable et fragile. Et en fait, toute cette histoire se passe à la Nouvelle-Orléans. Donc à la Nouvelle-Orléans, il fait toujours très chaud, très moite, et cette atmosphère est très très présente, très lourde, et rajoute en fait à l'histoire elle-même, puisque déjà Blanche, avec ses problèmes psychologiques, ses conflits avec sa sœur, et puis surtout avec son beau-frère, sont eux aussi très lourds, chaque dialogue a beaucoup de sous-entendus, et là par contre on va encore une fois retrouver un rôle de femme, comme j'ai dit, inconsistant, mais qui va être utilisé, qui va être... c'est une pièce en fait très tragique. L'ambiance est aussi étrange que lourde, que en fait exceptionnelle, parce qu'elle exprime complètement le caractère des personnages et ce que le dialogue en fait essaye de nous montrer. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, qu'il y a quelque chose qui va se passer, et encore une fois, c'est une pièce que j'ai absolument adorée. D'ailleurs, je vais essayer d'en lire d'autres de cet auteur, puisqu'il me semble que c'est aussi lui qui a écrit La chatte sur un toit brûlant, qui est aussi très connu, mais encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle, donc au final, tant mieux, parce que je me rends compte que quand je choisis certains livres en n'ayant aucune idée du sujet, ça me permet de tout découvrir, vraiment. Et pour ce type d'ouvrage, c'est une expérience. Ce n'est pas vraiment une lecture, c'est une expérience en tant que telle. La conclusion de cette pièce de théâtre, j'ai en fait mis un petit peu de temps à me rendre compte que je l'avais adorée, parce que quand on referme le livre, on se sent pas bien. On se sent pas bien, on a une impression de malaise, c'est une histoire en fait qui reste dans la tête pendant longtemps. Ça n'est pas quelque chose qu'on va oublier, ou on va se... Je l'ai lu peut-être il y a 3 ans je crois, et je me rappelle parfaitement de quasiment toute la pièce. Et c'est vrai qu'à cause de cette impression, quand je l'ai refermée, j'ai vraiment dû faire une pause. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je viens de lire? Encore une fois, tous les sous-entendus, tout ce qui est entre les lignes, et la conclusion elle-même de l'histoire. On revient dessus en fait, en tout cas pour moi, on revient sans arrêt pour réfléchir dessus, pour essayer de comprendre comment c'en est arrivé là, qu'est-ce qui a enclenché ce type de choses, et puis juste pourquoi cette façon de traiter les femmes, et puis les gens en règle générale, pourquoi ces préjugés qui font qu'on finit par les concrétiser même sans le vouloir. Il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de morale entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup de choses à tirer de cette histoire après l'avoir lue. Donc encore une fois, c'était une excellente lecture, et même si j'ai mis du temps à me décider sur mon opinion sur celle-ci, elle reste franchement un de mes meilleurs souvenirs de ces dernières années. Un autre grand classique américain que j'ai absolument adoré, il s'agit des Sorcières de Salem d'Arthur Miller. Donc comme le titre l'indique, en fait cette histoire nous raconte le procès de ce qu'on appelait les sorcières de Salem, qui est en fait une histoire vraie, même si elle a été un petit peu romancée pour la pièce, et qu'il a dû condenser certains personnages en un seul, puisque une pièce de théâtre ne peut pas avoir des dizaines et des dizaines de personnages, sinon on ne s'y retrouverait plus. Mais effectivement c'est tiré d'une histoire vraie, et sans forcément revenir sur le procès lui-même, en tout cas moi, hein, pas l'histoire, puisque l'histoire elle-même c'est d'abord les accusations et puis le procès en tant que tel. En fait, il nous raconte l'histoire de l'effet de foule, de calomnie et de rumeurs. C'est-à-dire que, encore une fois, ça revient un petit peu sur la condition des femmes, puisque c'est tombé majoritairement sur les femmes où, quand elles vivent seules, ou quand elles sont étrangères à cette époque-là, puisque cette histoire se passe, elle a été écrite au milieu du XXe siècle, mais l'histoire se passe au XVIIe siècle. Donc on est encore à une époque où, quand il y a des rumeurs sur les voisins, quand on se dit « oulala, cette personne-là, je n'aime pas », etc., très vite, ça va tourner à des accusations sans fondement, et bien entendu, souvent sur les femmes. Voilà. Le problème, c'est que dans ces histoires-là, et comme très souvent, en fait, celles qui rajoutent du grain à moudre, c'est aussi les femmes elles-mêmes.
Il y a cette espèce de mesquinerie, ces espèces de fausses accusations qui vont faire un effet boule de neige qui, comme souvent dans ce type de cas, vont commencer en fait un petit peu à s'accuser les uns les autres et puis ça va se cumuler jusqu'à ce que ça prenne des proportions tellement énormes que en fait il y a un point de non-retour qui est atteint et on ne pourra plus revenir en arrière. Et beaucoup de personnes ont été accusées à tort. Beaucoup de personnes se sont accusées les uns les autres pour des petits problèmes de voisinage et qui se sont terminés par des condamnations à mort. Et bien entendu, il y a aussi cet effet de foule qui fait que les gens suivent la masse. Les gens suivent la masse. Je ne sais pas bien, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur cet effet de masse où les gens suivent, même quand ils ne sont pas d'accord, même quand ils ne veulent pas, même quand après coup ils regrettent, ils ne comprennent même pas pourquoi ils ont suivi ce type de choses et pourquoi est-ce qu'ils ont accusé, pourquoi est-ce qu'ils ont fait du mal, et qui est quelque chose effectivement qui s'est répété à plusieurs reprises dans l'histoire. Voilà. Alors pour en revenir à la pièce elle-même, très sincèrement, l'écriture était très bonne. Un terme un petit peu bizarre pour définir l'écriture, mais ça se lisait très bien. Alors je l'ai lu en VO, celui-là. J'avais un petit peur au début parce que les premières pages, en fait, il utilise un peu du vieil anglais. Donc j'imagine qu'en français aussi, ça va être retranscrit avec un langage un petit peu à l'ancienne. Mais très sincèrement, ça se comprend parfaitement bien. C'est très facile de deviner certains mots qu'on ne connaît pas forcément précisément à cause du contexte. Encore une fois, c'est fait majoritairement de dialogue et les passages qui sont entre les actes nous décrivent par contre la situation, ce qui s'est passé de façon historique et Arthur Miller, ce qu'il en pense et pourquoi est-ce qu'il a décidé de présenter les actes comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ces explications au milieu de la pièce de théâtre. Et cet ensemble fait que on a l'impression d'y être. On a l'impression d'y être, on se pose tellement de questions, que ce soit sur l'histoire en elle-même, sur ce qui s'est passé, même si, bon, en connaissant un petit peu les causes et les effets de cet événement, on ne s'en pose pas tant que ça, même si on s'inquiète pour les personnages, on s'en pose surtout sur, comme je l'ai dit, l'effet de société, qu'est-ce qui fait que ça emmène les personnes à faire des choses comme ça, pourquoi ? Et c'était excellemment bien écrit. Voilà. Donc, un écrivain très connu, Arthur Miller, pour beaucoup de choses. Pour l'instant, je n'ai lu que ça. Mais ça fait partie également de ces pièces où, très sincèrement, si je devais conseiller quelqu'un qui n'en a pas spécialement l'habitude, bon, quelqu'un qui aime le théâtre aussi, mais quelqu'un qui aime le théâtre, très certainement, les aura déjà lus. Mais je sais qu'il y a des personnes comme ça qui ont toujours un petit peu peur d'aborder ce type de genre dit classique ou un petit peu élitiste, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Il y a des histoires très bonnes, très bien écrites, et comme pour un roman, si c'est bien écrit, n'importe quel sujet peut passer et peut devenir intéressant. Voilà. Alors je voulais aussi revenir rapidement sur la leçon d'Eugène Ionesco, qui était d'origine roumaine et qui était un petit peu l'écrivain de l'absurde. Donc Ionesco est un écrivain qui a écrit majoritairement du théâtre et ses pièces sont complètement absurdes, il faut le dire. Elles peuvent être assez différentes les unes des autres puisque alors lui par contre j'en ai lu plusieurs et effectivement c'est assez différent d'une pièce à l'autre, mais c'est absurde dans le sens où plusieurs fois, quand on va lire la pièce, on se demande mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. C'est très métaphorique, c'est-à-dire que les métaphores deviennent des choses réelles. Voilà. C'est-à-dire que quand on a l'impression que le monde se rétrécit parce que quelque chose s'est passé, eh bien les murs vont se rétrécir, enfin, ce sont des choses très imagées. Dans la leçon, en fait, toute la pièce tourne autour d'une élève et de son professeur particulier qui est venu pour lui faire une leçon. Sauf que la jeune fille est très intelligente, elle questionne tout, elle passe son temps à essayer de comprendre en fait certaines choses, de demander pourquoi pour toutes sortes de choses. Et en fait, ce dialogue un petit peu sans queue ni tête, encore une fois, a beaucoup de messages entre les lignes. Donc c'est extrêmement intéressant, autant à lire qu'à étudier, qu'à jouer d'ailleurs pour les gens qui ont fait du théâtre. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la situation va se renverser jusqu'à une conclusion absolument inattendue. Et toute la pièce de théâtre, c'est un
dialogue entre ces deux personnes. Voilà, un dialogue qui va parler de philosophie, de mathématiques, d'art, des raisons du pourquoi, du comment, essayer d'expliquer les raisons profondes de chaque chose, pourquoi elles sont faites, et pendant que le professeur essaye d'enseigner, cette jeune fille qui va sans arrêt retourner la situation pour effectivement essayer de décortiquer les choses vraiment à un point assez hallucinant, et effectivement qui va provoquer des situations rocambolesques, assez drôles, et qui va se finir de façon assez dramatique. Voilà, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre. Alors, j'ai dit que j'allais passer rapidement dessus parce que celle-là, par contre, je l'ai lue il y a très longtemps. Mais je sais que quand j'étais ado, c'était une pièce qui m'avait beaucoup marquée, que j'ai relue plusieurs fois à cette époque-là. Ça fait partie des rares livres que j'ai lus peut-être 2-3 fois. Et effectivement, que j'avais adoré pour plusieurs raisons déjà. Parce que c'est absurde et quelque chose auquel on ne s'attend pas quand on découvre le théâtre. Qu'effectivement il y a beaucoup d'humour et en même temps c'est très très philosophique, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir en lisant cette pièce, et ce n'est pas que le texte en tant que tel, il y a vraiment d'autres choses qui ressortent de ça et qui font que c'est pour moi, je pense, une excellente lecture. Sinon, donc, dans ce que j'ai lu quand j'étais adolescente, il y a la leçon, il y a aussi Sartre avec Huis clos ou Les Mouches qui sont absolument excellents. J'en ai un excellent souvenir, mais je ne me rappelle pas bien de l'histoire. Huis clos, bien entendu, est très connu à cause de cette phrase « l'enfer, c'est les autres », puisque ce sont 3 ou 4 personnes qui sont enfermées dans une pièce, d'où le titre, et qui vont devoir effectivement dialoguer. Et qui vont faire ressortir toutes sortes de problèmes. Et puis les mouches qui souvent accompagnent cette pièce, que j'ai, je crois, aimé autant, si ce n'est plus que Huis clos, alors que pourtant on en entend moins parler. Et donc les mouches de Sartre, qui revient sur l'histoire d'Oreste, donc de la tragédie grecque, dont je me rappelle uniquement certaines scènes qui par contre étaient assez choquantes, assez visuelles. Bon, la tragédie grecque, après, c'est pas quelque chose de joyeux en soi, enfin en général c'est pas Jojo quoi, hein. C'est bien pour ça que ça s'appelle tragédie d'ailleurs, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué parce que en dehors du côté tragédie grecque, bien entendu c'est du Sartre, donc le côté philosophique est très marqué. Donc je vous conseille quand même ces dernières pièces, La Leçon, Les Mouches et Huis clos, pour les personnes qui ont envie de découvrir un petit peu de théâtre dit classique, parce que moi je sais que j'en avais un extrêmement bon souvenir même quand j'étais adolescente. Maintenant c'est vrai que je reste plutôt sur les 4 premières parce que le souvenir en est plus récent, et donc bien entendu je peux plus facilement en parler, voilà. Mais c'est vrai que le théâtre c'est quelque chose, je pense, qui devrait être plus lu en général. C'est vraiment dommage qu'il y ait souvent cet élitisme en littérature qui fait que il y a des personnes qui considèrent que quand on lit des romans populaires ou des romans soi-disant de gare, forcément c'est qu'on ne lit pas des choses intéressantes alors que ça reste de la lecture. Et en même temps, d'autres personnes effectivement qui, dès qu'on dit classique ou théâtre ou philosophie, ont super peur parce qu'ils se disent je suis trop bête pour ça ou alors je vais m'ennuyer. Alors que dans toutes ces catégories, il y a tellement de variétés. Il existe des millions de livres sur tous les thèmes, tous les sujets, tous les styles, toutes les formes, et ça serait dommage de s'en priver. Et bien voilà, et bien c'est ce qui va conclure cette petite vidéo sur mes coups de cœur théâtre. J'espère que ça vous aura donné envie. Et puis si vous avez eu vous-même des coups de cœur théâtre, que ce soit dans votre jeunesse ou récemment, n'hésitez pas à me les noter, de façon à ce que moi-même justement je puisse en lire d'autres. Puisque comme je l'ai dit, pendant pas mal d'années, pendant super longtemps en fait, je n'ai plus pris la peine de lire de pièces de théâtre. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive, mais c'est vrai que justement, même si c'est juste occasionnel, j'ai envie de pouvoir en relire de temps en temps, et j'aime bien aussi sortir un petit peu des Molière, Shakespeare habituels, pas que ce soit mauvais, très loin de là, ils en ont aussi des très très bonnes, mais comme tout, c'est bien d'avoir de la variété, et j'adore la variété, voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.